Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. À ce stade, tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous avez besoin de l'aide du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous êtes branché sur le web et que vous désirez une assistance technique, utilisez la boîte de dialogue à l'écran. Je donne la parole à votre animatrice, Christine Maïka, responsable de l'amélioration à la FCASS. Christine Maïka, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur l'utilisation des histoires de patients aux fins d'apprentissage et d'amélioration. Je m'appelle Christine Maïka, je suis responsable de l'amélioration à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Je suis très heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. La FCASS est un organisme à but non lucratif financé en vertu d'une convention avec Santé Canada. Nous travaillons en étroite collaboration avec des leaders du secteur de santé pour appuyer la mise en œuvre et l'amélioration des améliorations aux services de santé dans les provinces, les territoires et les régions. Nous nous consacrons à l'utilisation du potentiel de la voix du patient pour favoriser l'amélioration et je suis très heureuse de vous faire part d'une partie des excellents travaux qui ont été réalisés dans la narration avec les participants de tout le Canada. Nous sommes très heureux que plus de 180 personnes se sont inscrites aujourd'hui. Tandis que je présenterai nos conférencières invitées, je vous demanderai, si ce n'est pas encore fait, de vous présenter vous-même dans la boîte de dialogue, de nous dire combien de personnes assistent au webinaire dans votre établissement ou dans l'endroit où vous vous trouvez en répondant à la question que vous voyez au centre de l'écran. Je suis très heureuse de me trouver en compagnie d'une série de conférencières exceptionnelles qui vont nous faire part des résultats de leur recherche et de leur expérience. Carol Fancott est chef de recherche clinique au réseau universitaire de santé. Ses recherches portent sur l'utilisation des histoires des patients pour l'amélioration et l'apprentissage. Elle a également contribué à un rapport remis au Comité consultatif fédéral sur l'innovation en matière de santé pour examiner la mobilisation à titre d'innovation susceptible de transformer le système de soins de santé au Canada. Lauren Lee est patiente ressource qui a contribué son vécu de journaliste, de survivante du cancer et de membre du personnel du Bureau de l'expérience patient du London Health Sciences Center pour favoriser l'amélioration. Enfin, je souhaite la bienvenue à Lisa Hawthorne-Waite, spécialiste principale en expérience du patient au Centre de la santé de London. À ce titre, elle soutient l'organisation dans sa recherche de l'excellence en matière de soins axés sur les patients et la famille. En tant que membre du projet Phoenix de Associated Medical Services, elle a mis au point un programme d'études qui porte sur l'utilisation des patients à titre de narrateur pour faire participer le personnel de première ligne dans l'autoréflexion sur les soins axés sur le patient et la famille. Nous allons parler davantage. Je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux de fournir une interprétation simultanée pour tous nos webinaires, ce qui pourrait entraîner quelques brèves pauses pendant le dialogue aujourd'hui. Je rappelle aux conférenciers de bien vouloir s'exprimer posément. Nous vous invitons à participer à notre boîte de dialogue dans la langue de votre choix. Nous avons prévu une période de questions à la fin du webinaire pour répondre aux questions, aux observations qui seront inscrites pendant la discussion. Aujourd'hui, nous allons participer à une discussion qui va permettre aux participants de réfléchir à la façon dont votre organisation compte utiliser les histoires des patients, plus particulièrement celles relatives aux soins axés sur le patient et la famille et à l'amélioration de la qualité. Vous examinerez pourquoi on utilise les histoires des patients, qui les raconte, à quelle fin et dans l'intérêt de qui. Et nous allons également nous pencher sur les structures nécessaires pour tirer des enseignements des histoires afin de soutenir les changements dans la pratique et les processus de soins. À la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé, nous reconnaissons que l'amélioration des soins axés sur les patients et la famille représente l'un des 3 objectifs stratégiques en vue d'améliorer le rendement du système de santé. Notre travail au niveau de la mobilisation s'inscrit dans la programmation et les programmes d'études dans tous nos domaines de travail. Dans le cadre du portefeuille de mobilisation des patients, nous soutenons des organisations visant à inscrire la voix du patient dans l'accélération des améliorations. À l'heure actuelle, nous sommes l'organisme canadien responsable de la campagne Better Together. Cette campagne à l'échelle nord-américaine est impulsée par le Institute for
Patient and Family Centered Care vise à encourager 1000 hôpitaux à adopter des politiques relatives à la présence de la famille. Sachant que les familles ne sont pas que des visiteurs dans les vies des patients, les politiques relatives à la présence des familles visent à accueillir un partenaire désigné, un partenaire de soins désigné, ayant un accès sans restriction à leurs proches, ce qui améliore la qualité des soins et des résultats de santé. Si vous envisagez d'adopter des politiques sur la présence de la famille, veuillez envisager de signer la promesse et de visiter notre site web pour y trouver une documentation et des ressources. En 2013, la FCASS a appuyé 22 équipes partout au Canada dans la mobilisation des patients et des familles à l'appui de l'amélioration de la qualité. Les premiers résultats de l'évaluation de cette initiative démontrent que les patients et les familles apportent de nouveaux aperçus, de nouvelles idées dont ne bénéficient pas les fournisseurs de soins travaillant seuls. Dans les 22 initiatives, on a enregistré des améliorations en matière de sécurité, d'efficacité, de communication et d'expérience. Et enfin, dans le cadre de notre rôle de leadership en matière de mobilisation des patients, nous avons mis au point un centre de ressources qui contient plus de 200 outils gratuits pour favoriser la mobilisation en vue de l'amélioration de votre organisation, comme les ressources sur la narration dont Lisa et de son équipe vont parler aujourd'hui. Ce centre est également disponible sous forme d'appli sur vos appareils Apple et Android. À présent, je suis très heureuse de donner la parole à Carol, qui va vous brosser un petit peu la toile de fond de son expérience en matière de narration. Carol Fancott. Bonjour, merci Christine Mancap. Merci à la FCASS d'animer ces webinaires et merci d'être des nôtres cet après-midi. Comme Christine vient de le dire, Lisa Hawthorne-Thwaite, Lauren Lee et moi-même abordons la question de la narration sous des angles différents, recherche, pratique, perspective des patients. Tout au long de ce webinaire, vous allez nous entendre dialoguer à différents moments pour faire part de ces différentes perspectives. Nous travaillons au sein de différents organismes. Lisa Hawthorne-Thwaite et moi-même avons travaillé dans le cadre du projet Phoenix de l'AMS. L'AMS est une petite fondation de bienfaisance qui vise à inscrire la compassion dans les services de santé. Dans le cadre du projet Phoenix, j'ai reçu une subvention pour mon travail de recherche doctorale que je vais évoquer aujourd'hui. Lisa Hawthorne-Thwaite a reçu une bourse qui lui a permis de mettre en œuvre des pratiques de narration au Centre des sciences de la santé de London. Ce webinaire représente un excellent moyen pour nous de confronter les leçons que nous avons acquises dans le cadre de la recherche et de la pratique. Alors, je vais à présent donner la parole à Lisa Hawthorne-Thwaite. Lisa Hawthorne-Thwaite, merci. Carol Fancott, quand on m'a demandé à réfléchir à la manière de définir l'expérience des patients pour notre organisation, je me suis basé sur une expérience passée des soins de santé pour acquérir une compréhension approfondie des soins axés sur le patient et la famille, notamment au niveau de l'amélioration de la qualité de son effet sur le patient, comme Christine l'a décrit. Dans le cadre de ma bourse, j'ai pu collaborer avec d'autres intervenants pour concevoir et évaluer une approche de la mise en commun des histoires. Donc, nous avons organisé un modèle pour les narrateurs, nous avons mis au point un trousse à outils pour les animateurs et une approche de partage des histoires avec un élément très interactif. Notre travail est basé sur 9 ateliers. Nous avons animé plus de 150 séances. Nous avons actuellement 25 narrateurs sur notre liste. Et il y a des histoires partout, surtout dans les médias sociaux. Nous en avons partagé beaucoup au Centre des sciences de la santé de London. Nous choisissons soigneusement le moment, l'endroit et le motif de partage. Aujourd'hui, nous allons vous donner des exemples qui proviennent de séances de formation et d'orientation. Notre programme définit l'expérience patient de façon accueillante. Il contribue à illustrer le comportement vital, les actions, les attitudes des patients et des soins axés sur le patient et la famille. Dans nos histoires, nous expliquons ce qui s'est bien passé, ce qui aurait pu mieux se passer au niveau de l'amélioration de la qualité et au fin de cette amélioration. Carol Fancott. Bon, dans le cadre de mes recherches, il y avait très peu de choses dans la littérature qui expliquaient comment les histoires étaient utilisées, à quelle fin et avec quel impact. Donc, mes recherches portaient sur la manière d'influencer les pratiques dans ce domaine en tirant les leçons des organismes qui étaient considérés comme étant des leaders dans ce domaine. Alors, dans l'esprit de la narration, je voudrais à présent donner la parole à Lauren. Comme Christine Mancap a dit, Lauren est conseillère des patientes ressources qui travaille avec Lisa Hawthorne-Thwaite
dans un poste rémunéré au Centre des sciences de London et qui a mis au point, qui a contribué à la mise au point du programme d'études, y compris l'atelier pour les animateurs, le guide de l'animateur, programme qu'elles vont décrire au fur et à mesure de l'atelier. Lauren, à vous. Lauren Lee, bonjour tout le monde, merci de m'inviter. J'espère que vous voyez la diapositive avec deux de mes photos. Je vais vous en parler un peu à titre d'introduction. Comme vous voyez, on apprécie beaucoup les chiens dans mon foyer. Et il y a une photo de ma meilleure amie qui m'aide à relever des fonds. Et en haut, c'est moi dans ma carrière en tant que journaliste de revue. Je suis en train d'interviewer un jockey à une piste de course alors que j'étais journaliste chargé de course de chevaux. Alors, je voudrais vous parler du cœur de mon récit. Et ensuite, je vais vous dire comment nous modifions ce récit en fonction de l'auditoire. Mais pour l'instant, très franchement, je vais vous expliquer ce que j'expliquerai à toute séance que j'anime au Centre des sciences de la santé de London. Alors, ce que je dirais, c'est je suis ici aujourd'hui parce qu'il y a 5 ans, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Pour aborder ce problème, mes médecins et moi avons décidé une intervention chirurgicale. Nous avons décidé que je procéderai, que je ferai l'objet d'une ablation et d'une reconstruction du sein. Nous avons décidé que j'utiliserai des tissus excédentaires de mon estomac, de mon abdomen, qui permettrait de reconstruire les seins. Alors, c'est une intervention chirurgicale très longue qui dure 10 à 12 heures, mais l'avantage pour moi, c'était que tout serait fait en une fois. Une intervention, un rétablissement. Bon. Et quand mon médecin m'a dit, représentez-vous cela comme ça, vous endormirez avec des seins, vous vous réveillerez avec des seins. Et tout cela à l'âge de 33 ans, cela me paraissait très bien. Malheureusement, cela ne s'est pas traduit dans la réalité. Je me suis réveillé avec des seins, oui, mais peu de temps après, j'ai présenté toute une série de complications inattendues. Mon unique intervention s'est transformée en une série de 6 interventions avec des transfusions de sang, des caillots de sang. Et il a fallu procéder à l'ablation de mes 2 seins reconstruits. Comme je l'ai dit à mon chirurgien à l'époque, c'est vraiment assez gênant d'avoir eu une quadruple mastectomie. Toutes ces complications étaient très rares et très inattendues. Je n'ai jamais été assez bon en maths pour calculer la probabilité, mais il s'est produit 5 choses qui avaient moins d'une 1% de chance de se produire. C'était la faute de personne, c'était la malchance. Mais dans cette situation, avec tant de malchance, il y avait beaucoup de bonnes choses qui se sont produites. La façon dont j'ai été traité par les membres de mon équipe de santé, tout particulièrement, malgré la déception que j'éprouvais, les problèmes que j'ai subis, ils sont parvenus à me donner le sentiment que l'on se souciait de moi à chaque étape. Alors, voilà comment ça s'est présenté. Bon, le fait que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu, ça, je pouvais le gérer parce que, bon, il faut que quelqu'un écope du 1%, mais quand c'est le cas et que c'est vous, c'est devenu important de penser qu'une telle déception affectait les membres de mon équipe et pas seulement moi, que ce n'était pas simplement la routine, un pourcentage abstrait. Moi, je peux vous dire que mes médecins, mes infirmières étaient formidables à cet égard. Je me souviens, mon chirurgien m'a dit, ça c'est terrible pour moi aussi, je ne prends pas ça à la légère, cet échec me coûte beaucoup. Et j'ai tellement apprécié cela, simplement pour réduire le détachement de cette situation et aussi ce sentiment que si on devait faire partie d'une équipe, ben, au moins mes victoires devaient être vos victoires et mes échecs devraient être les vôtres aussi. Ça a été la franchise, l'honnêteté de ces termes, de ces mots. Ce n'était pas un script que suivait le chirurgien. Et j'ai eu tellement d'exemples de gens qui ont été francs avec moi. Je devais subir une opération un jour et j'ai demandé, relativement parlant, à quel point cela sera douloureux. Et les résidents m'ont dit, je ne sais pas, je ne l'ai jamais subi, mais je peux vous dire ce que d'autres femmes m'ont dit. Ça peut sembler quelque chose de banal, mais moi je peux vous dire que ces moments de franchise s'additionnent.
Généralement parlant, vous pouvez deviner les cas où quelqu'un fait semblant de se soucier de vous et les cas où c'est vrai. Bon, j'ai eu des internes qui croyaient bien faire, mais qui étaient peut-être dégagés, détachés, qui me tapotaient la main en disant allons, allons, ça passera aussi. Et ça n'a pas le même effet. Donc, avant une de mes dernières interventions chirurgicales, bon, jusqu'à ce stade, j'avais pu m'adapter à toutes ces complications. Euh, J'avais perdu mon père qui était décédé de cancer du pancréas peu de temps après, donc mes problèmes avaient toujours paru petits et peu importants. Mais ce jour-là, cette série d'événements m'a rattrapé. Et une des infirmières avec qui j'avais eu affaire m'a demandé comment je m'en dirais. Et, je lui ai dit, vous savez, ça c'est de la foutaise. Je m'attendais à ce qu'elle dise quelque chose comme tout ira bien ou persévérer ou ça passera. Mais elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit oui, c'est vrai, c'est de la foutaise. Et c'était parfait, c'était authentique et cette parole a été plus rassurante pour moi que toutes les belles paroles du monde ou toutes les explications qu'elle m'aurait pu donner. Quelques mois après, je me rappelle, j'étais à domicile et j'ai reçu un sondage de l'hôpital me demandant comment j'évaluais les soins que j'avais reçus. Bon, j'ai pris le sondage au sérieux, j'ai répondu à toutes les questions. Et en rétrospective, je me rendais compte que c'était extrêmement positif. J'ai ri en disant qu'il y avait très peu de corrélation entre tous les problèmes que j'avais subis et cette évaluation très très positive que j'avais envoyée. Mais quand j'ai cessé de sourire, je commençais à me dire que c'est vraiment très spécial ça. Et moi, j'en reviens toujours à la même idée maintenant. Il n'est pas nécessaire que les choses se produisent parfaitement, mais il faut que j'éprouve le sentiment que nous faisons cause commune. Et on peut contourner beaucoup d'obstacles quand sont soutenus par tous les membres de l'équipe de santé, médecins, infirmières, techniciens, membres du personnel, même les agents de sécurité. En réfléchissant à ce sondage, je crois que c'est important de ne pas avoir une vision limité. Parce que ce n'est pas toujours linéaire. Un bon résultat égale de bons soins, un mauvais résultat égale de mauvais soins. Non, il n'y a pas rien d'absolu dans tout cela. Et je peux vous dire qu'il peut y avoir des soins moins que parfaits et des résultats parfaits, ainsi que des soins exceptionnels et des résultats décevants. Parfois, la différence entre les deux se trouve dans la sincérité, dans les principes de soins axés sur les patients et dans des moments d'authenticité. Alors, c'est ainsi que je commence généralement euh, une narration au Centre des sciences de la santé de London. Et puis ensuite, pendant la deuxième partie de ma causerie, je tire des exemples spécifiques de ma progression qui sont directement reliés au public. Pour moi, ma narration, c'est un peu comme un menu à la carte. Je ne raconte pas toutes mes histoires tous les jours, mais je choisis de petits moments dans mes soins qui vont être appréciés, être compris par mon public. Par exemple, une fois, j'ai parlé à un groupe de techniciens en pharmacie. C'était la journée de la sécurité des patients. Je me rappelle du cas où j'ai dû parler lorsqu'un nouveau médecin devait me donner un médicament qui, je le savais par expérience, avait donné une réaction très grave. Alors donc, je souligne l'importance de la communication et l'importance pour les patients d'être partenaires dans les soins. Un autre moment, j'ai eu une occasion de parler à une séance de tournée post-opératoire pour des infirmières et internes en chirurgie. Ce jour-là, j'ai parlé du moment où j'attendais une intervention d'urgence et il y avait un résident extrêmement prévenant qui a fourni un soutien critique et affectif en un moment très effrayant pour mon mari et pour moi. En outre, dans une séance sur l'imagerie diagnostique, j'ai raconté plusieurs expériences que j'avais eues au niveau des tomographies, des échographies, des radiographies, et les comportements sensibles et insensibles que j'avais constatés au niveau du personnel technique. Alors, tout cela est très fluide. Et je pense que c'est cette partie qui s'adapte au public qui nous donne la meilleure possibilité de rejoindre chaque public, justement. Carol Fancott, merci beaucoup.
Lauren, pour d'avoir partagé quelques-unes de vos expériences. Alors, j'aimerais vous demander de réfléchir un peu sur ce que vous avez tiré. Je n'ai entendu ces histoires qu'il y a quelques jours en préparant ce webinaire. Ce qui m'a frappé immédiatement, c'est à quel point Lauren a pu raconter ses expériences avec clarté, avec lucidité, la façon dont elle a pu distinguer la question des résultats de la question des soins. Elle a vécu des expériences terribles reliées à ces résultats de soins, des choses qui se sont mal passées, le 1% de probabilité qu'elle a subi, mais elle reconnaît la manière dont les membres du personnel l'ont aidé à persévérer, dont ils ont validé, reconnu les résultats. Alors donc, ce que j'ai tiré du récit de Lauren, c'est le courage que ça prend pour raconter une histoire, mais le courage que ça prend pour entendre ces histoires, pour accepter ces résultats et pour répondre à ces résultats de façon qui non seulement suscite l'empathie, mais qui représente une réponse marquée par tout autant d'authenticité. Alors, je voudrais que vous gardiez l'histoire de Lauren en tête. Nous allons réfléchir à ce que les organismes font lorsqu'ils entendent des récits comme celui de Lauren. Alors, tout d'abord, je voudrais signaler le fait qu'il y a de nombreux types, de nombreux genres d'histoires. Alors, selon la littérature, les histoires se classent dans deux grandes catégories. Les expériences de soins, alors celles dont Lauren vient de nous faire part, et puis il y a les histoires qui racontent des expériences de maladie. Autrement dit, à quoi ça ressemble pour quelqu'un de vivre avec telle maladie? Et bien souvent, il s'agit d'histoires qui sont racontées dans le domaine de l'éducation, des professionnels de la santé. Je crois que dans ce groupe d'histoires, il y en a beaucoup qui sont des histoires d'inspiration, de courage, de persévérance. Quelqu'un qui est presque submergé par la maladie et qui surnage, souvent avec l'aide d'organisations ou de personnes, avec des traitements, des procédures. Et très souvent, il s'agit d'histoires qui peuvent être utilisées par des fondations afin de lever de fonds. Mais les types d'histoires dont nous parlons aujourd'hui, spécifiquement pour l'apprentissage et l'amélioration, ont tendance à être des histoires d'expérience de soins. À quoi ça ressemble d'être un patient qui reçoit des soins à cet égard? Alors, dans son livre The Wounded Storyteller, le sociologue médical Arthur Frank propose une typologie des histoires. Alors donc, cela s'applique aux histoires de maladie, mais je crois que ça s'applique également aux expériences de soins. Il s'agit des histoires de chaos, de restitution et de quête. Très souvent, les histoires des patients qui sont partagées sont présentées comme étant des histoires de quête, du chaos à la quête. Par exemple, ce que Lauren a expliqué, des résultats épouvantables auxquels elle était parvenue, mais transformés en histoires de quête, des histoires dont nous pouvons tirer des leçons. Alors, en tant que leader au sein de notre organisation, nous contribuons à façonner ces histoires en utilisant des outils, des ateliers que nous utilisons. Et c'est ainsi que nous commençons à co-construire les histoires avec les patients en demandant aux patients de réfléchir à le récit de leurs histoires, en utilisant les outils, les gabarits que nous fournissons pour les encadrer, ou quand nous enregistrons un patient en vidéo. Voilà autant de façons dont nous co-construisons les récits avec les patients. Bon, ces récits peuvent être présentés dans les termes utilisés par les patients. Nous les co-construisons subtilement. D'où la première tension. De qui est-ce l'histoire? Lisa Hawthorne-Thwaite. Bon, moi je vais intervenir au niveau de la narration. Bon, il y a une certaine co-construction, mais selon mon expérience en travaillant avec
plutôt c'est Lauren qui intervient. Dans mon expérience travaillant avec Lisa, ça a été une co-construction volontaire. Si j'ai reçu de l'aide, des conseils, c'est parce que je les ai demandés. Ce n'était pas obligatoire. Ils ne m'ont pas dit ce que je devais dire, mais ils m'ont plutôt donné de l'information et des outils afin que mon récit puisse réaliser son plein potentiel. C'est ce que nous voulons, nous autres narrateurs. Nous voulons que notre histoire puisse être utilisée au maximum. Alors donc, je crois que c'est bien utile de travailler avec l'organisation de l'administration de l'hôpital afin de donner à mon histoire un rayonnement maximum et susciter un débat réfléchi. Carol Fancott. Donc, la préparation d'une histoire m'a été décrite comme étant un processus thérapeutique. Il s'agit de réfléchir à ce qui s'est produit et d'en tirer un sens. Le modèle que nous avons mis au point nous aide à considérer ce paysage affectif associé avec l'expérience du partage. Et nous savons qu'il y a une dimension affective importante. Les récits donc, de nos narrateurs insistent sur l'influence donc, de ce catharsis. Et l'émotion peut être imprévisible. Par exemple, j'ai remarqué qu'un narrateur pourrait sembler détaché, mais à d'autres moments pourrait se sentir submergé par l'émotion. Le processus de débriefage avec l'animateur, l'animatrice au sein du personnel, tient compte du fait qu'il s'agit d'un processus émotif. Les ateliers préparent également la logistique, les limites de temps. Nous aidons les patients à trouver, identifier leur principal objectif, la raison principale pour laquelle ils partagent. Nous offrons des panels de pratique, nous donnons une rétroaction écrite et verbale. Il s'agissait plutôt d'une intervention de Lisa Arthurthwaite. À présent, Carol Fancott intervient. Alors donc, qui sont les narrateurs? C'est une autre question. Dans mon récit, les leaders et les patients ont beaucoup parlé du contenu, mais également ils ont parlé de la façon dont l'histoire est racontée. C'est également très important. Et cela revient donc à la question de l'authenticité du narrateur. Quelqu'un qui a pu partager son histoire de façon non menaçante, qui a pu la raconter de façon axée sur les solutions, qui la raconte au bon moment, et la personne qui correspond donc à la nécessité, aux besoins, qui répond aux besoins, parce que l'objectif c'est d'être positif et d'apporter des changements positifs. Donc, tous les narrateurs à qui j'ai parlé étaient des patients ressources. Alors, donc, proches ressources. Ils avaient déjà reçu, ils avaient déjà fait l'objet donc d'un suivi, mais cela nous crée à l'attention suivante, qui doit raconter l'histoire? Et c'est la voix de qui? La voix de qui est-elle donc, atténuée? Dans notre hôpital, c'est quiconque s'est identifié comme voulant participer à notre programme. Mais nos patients ressources en entendent parler par le bouche à oreille dans le cadre du réseau, de leur réseau, par les bulletins d'hôpital. Il y a de nombreux récits qui sont partagés par des personnes uniques. Alors par exemple, santé chronique, santé mentale, cancer, douleurs chroniques plutôt, pédiatrie, soins néonataux, greffe du rein, neurologie, soins critiques. Mais nous reconnaissons qu'il manque beaucoup de voix et nous sommes d'accord. Nous voyons la résonance de ces récits. Ça ne veut pas nécessairement dire si une personne participe à l'atelier que la personne est prête à partager. Carol Fancott. Je note également dans mon étude, tout le monde parle d'une histoire de patient. Alors donc, un leader de la santé, un membre du personnel peut raconter l'histoire entendue d'un patient. Ça peut sembler une distinction mineure. Ça en revient à toute la question de la co-construction. Alors, quand on entend un récit, on entend le récit différemment, on en retire des choses différentes, on le filtre sur notre propre prisme, notre propre expérience.
Alors donc, quand nous racontons, quand nous restituons une histoire, nous la restituons, la reconstruisons selon notre propre vécu, ce qui amène à cette troisième tension, c'est-à-dire dans l'intérêt de qui racontons-nous cette histoire. Lisa Harthenthwaite, ça c'est très important pour moi, c'est une distinction importante. Et plutôt c'est Lauren Lee qui intervient. Donc moi, je trouve que c'est très important que vous entendiez mon histoire de ma bouche, dans mes mots. Un des avantages que j'ai eu inattendus dans le partage de mon histoire, c'est que toute cette discussion interactive avec le personnel de l'hôpital, les fournisseurs de soins que j'ai pu avoir après que j'ai partagé mon histoire. Cette perspective a été tellement importante pour ma compréhension de mon expérience que c'est essentiel pour améliorer la collaboration et resserrer les liens qui nous unissent. Alors moi, je veux être dans la salle. Et aussi, d'après les recherches que Lisa et moi réalisons, les autres raconteurs, les autres narrateurs sont de cet avis et le fait de pouvoir être présent dans la salle est très important. Alors donc, si quelqu'un raconte mon histoire en mon nom, il y a un manque de contrôle sur ce qui est dit, sur la manière dont c'est dit, et la perte du lien affectif. Pour moi, un élément clé des soins axés sur le patient et la famille, c'est une plus grande inclusivité du patient dans tous les aspects des soins. Alors donc, l'idée qu'un représentant de l'hôpital puisse lire mon histoire ou la raconter en mon nom me semble un peu coupée de certains éléments fondamentaux des soins axés sur les patients et la famille. Mon histoire et beaucoup des histoires que nous entendons est basée sur le thème selon lequel je commence à être considéré comme une personne dans le système de santé. Et la meilleure façon de me considérer comme une personne, de me voir comme une personne, c'est de me voir en direct, en chair et en os. Carol Fancott. Donc, les organisations qui adoptent la narration ont des caractéristiques en commun qui permettent de recueillir et de mettre en commun les histoires. Tout d'abord, il y a une culture sous-jacente de soins axés sur le patient et la famille au sein de ces organisations. Il serait difficile de partager des histoires pour l'apprentissage s'il n'y avait pas une valeur sous-jacente à la voix du patient. Mais les histoires agissent également en symbiose avec cette culture. Non seulement contribuent-elles à bâtir une culture de soins axés sur les patients et la famille, mais la soutiennent, elles la facilitent, cette culture. Au sein de chacun de ces organismes, ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours des leaders forts qui ont soutenu les comportements nécessaires et de façon non défensive afin d'utiliser la voix du patient, de considérer le perspective du patient comme une occasion d'approfondir la compréhension, d'accroître l'empathie et d'apprendre. Et ceci est très important, ces leaders orientent des ressources et des soutiens en vue de relier les histoires et les structures d'amélioration afin que les récits ne soient pas autonomes, mais reliés explicitement à des structures afin que l'apprentissage puisse avoir lieu et avoir un système en place qui permet aux patients de continuer de s'engager dans le processus d'amélioration. Alors, comme le note un dirigeant, si vous voulez que les gens racontent leurs histoires, vous devez mettre en place un système qui fait quelque chose avec ces histoires. Lisa Harthenthwaite. Bon, comment un organisme comme le nôtre utilise l'histoire de Lauren pour apprendre? Nous considérons cela comme que nous jouons le rôle de tremplin du changement. Je donne deux exemples de la façon dont les leaders ont travaillé avec leurs équipes après les séances. Un de nos gestionnaires, lorsque les patients racontent leurs histoires, révèlent leurs priorités et offrent une occasion d'améliorer l'expérience patient, ainsi que dans la conception et la prestation des soins, c'est un privilège pour notre équipe d'entendre ces récits. Notre leader déclare, notre leader des services de soutien déclare, les histoires des patients sont un élément clé dans le perfectionnement. Il permet de réfléchir à l'expérience de patient individuel et d'éclairer notre mission et son accomplissement à l'éclairage donc de cette expérience. Alors, les services de soutien ont incorporé des questions sur l'expérience patient dans leur pratique d'embauche, dans le cadre de questions spécifiques sur l'expérience patient dans le processus d'entrevue orale et écrite. Alors, donc, il s'agit de continuer d'offrir des outils, des ressources
et pour les prochaines étapes, pour faire participer les patients à l'amélioration de la qualité. Nous aidons à les guider dans l'application des soins axés sur les patients et la famille à leur domaine spécifique. Lauren Lee, pour me faire l'écho de ce que vient de dire Lisa, moi j'ai vu des inspirations qui sont nées dans des séances auxquelles j'ai participé. Par exemple, on a organisé une séance sur l'imagerie diagnostique à l'hôpital et j'ai vu quelque chose qui a commencé à prendre forme. Après cette séance, on nous a demandé de revenir, d'organiser des séances supplémentaires afin que tous les membres du personnel puissent entendre ce que nous avions à dire au sujet des soins axés sur les patients et la famille. Et nous savons que cette séance a joué le rôle de catalyseur pour déclencher donc un processus d'amélioration de l'expérience client dans ce secteur. Pour moi, c'est un véritable succès de voir ce genre de rétroaction. Carol Fancott. Bon, alors ces trousses la philosophie, le matériel, la documentation, tout se situe dans ce guide. Non, c'est Lauren Lee qui intervient plutôt. Nous reconnaissons le rôle unique de l'animateur pour capturer les nuances, en particulier la notion des compétences qui sont nécessaires non seulement pour créer un espace sécuritaire pour partager des histoires, mais également la possibilité de les évoquer de façon constructive auprès de notre public. Carol Fancott. Bon, les exemples que donnent Lisa et Lauren, c'est ce qu'Arthur Frank appellerait réfléchir avec plutôt que réfléchir aux histoires. Et, il ne s'agit pas d'objets statiques qui sont créés dans un milieu social. Il faut que nous réfléchissions dans le contexte de notre propre expérience, de nos propres valeurs. Et dans ces pratiques, nous voyons donc l'espace ménagé pour le dialogue intentionnel. Il y a également une intentionnalité pour aider à l'apprentissage et aux aspects expérientiels, cognitifs, de façon à ce que les histoires ne visent pas uniquement l'empathie, mais que nous prenions le temps de réfléchir à nos propres expériences, à ce que ces histoires peuvent signifier dans nos vies, dans nos pratiques. Bon, alors vous direz, mais et alors, qu'est-ce que nous avons appris des recherches de la pratique? Nous savons que les histoires sont très importantes, mais on peut également en abuser. Et nous devons réfléchir soigneusement aux histoires que nous racontons, à qui nous les racontons et dans quel but. Lauren, j'apprécie beaucoup cette citation. Pour moi, partager des histoires vise à mobiliser les patients et le personnel. Il s'agit de nous assurer que le point de vue des patients et du personnel soit pris en compte. C'est ce que nous apportons à notre approche de programme d'études. Nous nous donnons également de capacités pour la prise de décision sur l'amélioration, pour la recherche de solutions aux problèmes que nous constatons. Pourquoi est-ce que c'est important de créer des ressources pour votre organisation pour faciliter ces histoires de patients? Rappelez-vous qu'il y a 3 éléments. Il y a le narrateur, il y a la préparation du public, et il y a donc un livrable. Je renforce toujours le but de l'histoire d'un patient. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on fera de ce récit? Il faut que cela soit clair pour le narrateur et pour le public. Carol Fancott. Bon, la bonne nouvelle, nous savons que les histoires ont un pouvoir, mais elles ne peuvent susciter un changement indépendamment. Nous voyons comment les organisations ont mis en place des soutiens, des structures pour assurer que nous tirons les leçons des histoires. Les histoires ont un pouvoir, elles peuvent aider à légitimer, à valider l'expérience des patients. Elles aident à faire participer les patients à d'autres niveaux au sein de l'organisation. Lisa Hartman-Thwaite, nous avons vu ce pouvoir, le fait de pouvoir raconter, pardon, c'est Lauren Lee qui intervient. Nous avons vu des changements qui sont intervenus, des choses que nous avions demandées et qui se sont réalisées, comme Lisa l'avait dit. Il y a eu beaucoup de progrès après une séance du personnel de soutien, lorsque les infirmiers ont incorporé dans leur pratique bon nombre des choses que nous avions évoquées dans la séance. Nous avons eu également des succès
dans le processus de documentation des noms préférés, la façon dont les gens veulent être appelés, pas nécessairement ce qui figure sur la documentation officielle. Et ce, afin d'assurer que nous pouvions faire ce que les patients voulaient. Et enfin, nous avons constaté beaucoup d'influence au niveau des politiques. Par exemple, les instructions au moment du congé, incorporer le point de vue du patient à cet égard, politique sur l'utilisation de la contention, et puis également les exigences de divulgation et la manière dont elles sont traitées. Il faut donc s'assurer que la voix du patient soit prise en compte et appliquée dès que possible, et dans la mesure du possible. Carol Fancott. Mais, il y a toujours un mais, il faut réfléchir à la façon dont nous utilisons les histoires. On nous a donné des exemples, la façon dont on utilise les histoires. Il faut reconnaître le pouvoir que nous détenons au sein d'organisations pour décider qui raconte ces histoires, à quel public et dans quelle fin. Et il faut être conscient des voix qui sont alors réduites au silence et des histoires que nous n'entendons pas. Et aussi, il faut être conscient de nos propres rôles et de la façon dont nous contribuons à co-construire les histoires. Lauren Lee, plutôt Lisa Hoffman-Thwaite. Bon, dans mes réflexions en tant que leader, j'ai éprouvé cette gêne de temps à autre et ce sentiment de risque potentiel dans l'évaluation des patients des stades de soins actifs, leur demander de participer à des situations de conférences, d'intervention devant un public. Est-ce que je leur fais revivre une expérience traumatisante? La personne est très motivée pour réduire la stigmatisation, par exemple. Quel est le risque pour la personne qui partage un moment traumatisant? Je voudrais donc que la structure et l'approche on a appris à connaître les narrateurs, on a vécu le processus de prise de décision ensemble. Lauren Lee, la seule chose que j'ajouterais en réfléchissant à ma propre narration, c'est que cet exercice intervient au plan intellectuel et au plan affectif. Déballer ces expériences passées, les appliquer à des fins éducatives, c'est un travail dur. Et c'est très très important de savoir que ces histoires sont utilisées pour des fins véritables et pour favoriser l'amélioration afin que ces efforts ne soient pas en vain. Carol Fancott, merci Lisa et Lauren. Alors donc, tandis que je réalisais les entrevues, il y avait une histoire d'un leader qui m'a frappé. Elle a dit qu'il fallait donner les moyens aux histoires des patients et des familles. Donc, nous allons ouvrir la ligne pour entendre vos réflexions sur la manière dont vous et votre organisation auront donné des moyens de diffusion aux histoires des patients et des familles. Christine Maïka, merci beaucoup. Carol Fancott, Lisa Hawthorne-Thwaite, Lauren Lee. Alors, on a posé la question, est-ce que vous avez donné les moyens aux histoires des patients et des familles? Si vous voulez partager votre expérience, votre processus, vous pouvez intervenir dans la boîte de dialogue. Alors, Carol, je vous demanderai de passer aux diapositives suivantes. Nous allons animer donc le processus de questions-réponses. Carol Fancott. Alors, merci beaucoup à la FCASS d'avoir organisé ce webinaire. Et Christine Maca. Bon, il y a une ou deux ressources qui ont été évoquées par notre équipe ici, qui seront communiquées aux participants au webinaire. Nous voulions également vous dire que la FCASS a un centre de documentation qui constitue des ressources gratuites. Si vous recherchez la documentation, par exemple, au niveau de la mobilisation, nous avons plus de 200 ressources. Et enfin, nous sommes heureux de publier un ouvrage sur la mobilisation des patients découlant du travail pour le groupe de conseil
groupe consultatif fédéral sur la mobilisation des patients. La mobilisation peut jouer un rôle de catalyseur dans la transformation. Et cet ouvrage comprend 10 études de cas d'organismes qui ont utilisé des techniques de mobilisation pour favoriser l'amélioration dans l'expérience des patients et des familles. Alors donc, vous recevrez davantage d'informations prochainement. Nous sommes parvenus à notre période de questions. Alors, il y a quelques mots sur Kimberley, les efforts. Une question à Kimberley. Quels sont les efforts qui sont faits pour donner la parole à une gamme de patients? On a parlé de la diversité. Lisa, est-ce que je peux vous poser la question d'abord, si vous avez une réponse à cette question de Kimberley? Lisa Hawthorne-Thwaite. Merci beaucoup, Kimberley. Je coordonne le calendrier des séances et je choisis soigneusement les publics et les narrateurs pour donner à chacun des chances égales. Donc, je crois que ma préoccupation, c'est la raison pour laquelle je regarde toutes les présentations qui vont avoir lieu d'ici 6 mois. Et je prévois donc, j'organise les séances dans ce but. Il y a certains récits qui correspondent à certains publics. Les publics plus délicats, nous ne demanderions pas au même narrateur de répéter une présentation au même public. Christine Maïka, merci. Et j'ai vu une ou deux personnes qui saisissaient quelque chose. Toujours selon cette question, et on parlait des efforts de recrutement, plutôt que de se reposer sur une ou deux personnes. Est-ce que vous pourriez nous parler du recrutement des patients ressources et des proches ressources à London? Lisa Hawthorne-Thwaite, oui. Nous avons remporté beaucoup de succès en utilisant différents moyens de recrutement des conseillers. Lors de l'intégration des conseillers, nous évoquons la possibilité de narration comme étant un des rôles de nos patients ressources. Nous avons 130 patients ressources, il y en a environ 25 qui sont disposés à communiquer leur récit et qui peuvent donc accepter de participer donc à ce programme d'études. Je voulais réfléchir donc au récit de Lauren. Il s'agit de Carol Fancott qui intervient. Dans les entrevues que j'ai faites, il n'y a pas donc un seul récit, il y a toute une série d'expériences qu'ils peuvent partager. Et je crois que, comme Lauren l'avait dit, ça dépend du public et ça dépend de l'apprentissage éventuel. Il pourrait y avoir une expérience qui pourrait être partagée. Mais je crois que ce que la littérature commence à souligner, c'est bon, il y a toujours une tension au niveau des patients professionnalisés, des patients qui commencent à connaître le système et comment leurs expériences finissent par évoluer s'ils sont invités constamment à les partager. Donc, je ne crois pas qu'il y a de réponse claire, nette, mais il s'agit de reconnaître qu'il y a toute une gamme d'expériences que n'importe lequel d'entre nous peut mettre en œuvre, mais sachant souvent que le bassin des patients ressources qui sont disposés à partager leurs histoires peut être limité. Alors donc, si on leur demande constamment d'intervenir, cela peut créer des tensions. Christine Maïka, merci beaucoup pour votre contribution. Une autre question de Audrey. Quels sont vos points de vue sur les efforts de sensibilisation? Alors donc, ils équipent leur propre personnel. Alors donc, je vais commencer avec Lisa, Lauren et Carol. Les perspectives au sujet des lacunes en matière de formation, de sensibilisation.
Lauren Lee. Bon, d'après mon expérience personnelle, donc, le système souhaite dispenser les soins axés sur les patients et la famille, ce que cela signifie lorsqu'on exécute quelque chose comme ça. Alors donc, dans l'exemple de la formation et des programmes d'études, donc on comprend donc l'aspect de mobilisation, le rôle des professionnels pour contribuer à soutenir les patients ressources pour beaucoup de choses, pas seulement le programme d'études. Je crois qu'il y a une lacune. Il y a beaucoup d'endroits où apprendre comment bien faire cela. Et des antécédents, notamment dans le domaine pédiatrique, mais il y a une lacune. Et je crois que lentement, nous comblons cette lacune euh, euh, pour que cela se produise. Et ça, je le comprends. Christine Maca, Lauren Lee, est-ce que vous avez quelque chose d'ajouter ajouter de votre expérience? C'est nouveau pour vous, mais je fais des suppositions. Est-ce que vous avez des commentaires sur l'état de la narration? Lauren Lee, parce que, puisque je suis de l'extérieur, à part mon rôle de patiente, j'ai été encouragé, bon, j'ai eu la possibilité de participer à quelques conférences et événements. Les personnes qui viennent nous voir, c'est généralement, lorsque je suis à côté de Lisa, qui s'intéressent à ce genre de programme, et commencent quelque chose de semblable. Il y a des lacunes, ce programme n'est pas aussi officiel partout, aussi structuré partout. Bon, alors donc, nous avons été encouragés par ce que nous avons vu au niveau anecdotique. Christine Maca, Carol Fancott, quelque chose à ajouter? Carol Fancott, bon, au tout début, avec la mobilisation des patients, il s'agissait donc de voir comment on pouvait se préparer, assurer l'orientation de nos patients pour qu'ils comprennent bien le système. Et ça me fait songer à certaines entrevues que j'ai organisées avec des leaders qui reconnaissaient, qui disaient, bon, ils faisaient une bonne partie du travail d'emblée, mais ils se rendaient compte du travail qu'il fallait pour aider le personnel à être prêt à entendre les expériences des patients et la manière dont ils devaient prendre un peu de recul et passer du temps avec le personnel et les autres leaders pour les préparer véritablement. Et je crois qu'on en revient au travail. Cela préfigure toute la question d'un environnement favorable à la mobilisation. Ce n'est pas seulement le patient qui raconte son histoire, mais il s'agit d'aider le personnel à se préparer à entendre certaines de ses expériences. Il s'agit pour les leaders d'ouvrir la voie dans la réponse aux récits, aux expériences, et à ce qu'ils sont disposés à faire et des soutiens qu'ils sont disposés à mettre en place pour appuyer l'apprentissage, pour faire participer les patients. Christine Maca, merci beaucoup pour votre perspective, Carol. Encore une ou deux questions, surtout reliées à la logistique au niveau de la narration, ce que nous avons entendu aujourd'hui. Alors encore une fois, Lisa, est-ce que vous proposez différents moyens pour les patients de partager leur récit? Pas nécessairement derrière un podium, par exemple sous forme écrite, etc. Lisa Hawthorne-Trude, oui, tout à fait, nous faisons tout cela. Des panels, ça fait partie de notre orientation des services infirmiers, l'orientation des employés, c'est une conférence traditionnelle, mais nous organisons des ateliers avec le personnel existant. Donc non seulement présentons-nous plus qu'un récit, souvent deux ou trois, les conseillers, les patients ressources participent à l'identification des comportements et des actions en matière de soins axés sur les patients. Alors donc, nous adoptons des approches différentes en fonction de l'objectif de la séance. Nous venons de créer une vidéo de récit de patient pour notre conférence sur la sécurité des patients. Nous avons préenregistré le récit de la patiente, mais elle était dans la salle et la famille a participé à la discussion avec l'auditoire. Et nous avions des objectifs spécifiques au niveau du travail d'équipe et de la communication.
Christine Maïka. Merci beaucoup d'avoir partagé tout cela. Il y avait une question reliée au temps. Combien de temps réservez-vous pour un récit? Est-ce que ça dépend de l'événement, du format? Est-ce que vous avez un point de vue sur, bon, pour ceux qui envisagent de le faire, d'organiser un tel système, combien de temps ça prend? Lisa Hawthorne-Thwaite. Nous ajustons notre approche en fonction du temps dont nous disposons. Notre atelier, si nous faisons donc un atelier avec le personnel existant, typiquement, il dure 1h30 environ, mais nous avons organisé des séances de 30 minutes, de 60 minutes. Le but de cette séance est exposé clairement dès le début. Typiquement, dans certaines de nos rencontres, il y a des histoires de patients. Nous avons en général une période de 30 minutes pendant laquelle l'histoire est partagée et la discussion suit. Alors, cela varie. Christine Maïka, merci beaucoup. Nous avons le temps de répondre à une dernière question. Serena demande, comment utilisez-vous les récits pour compléter et augmenter les statistiques plus quantitatives tirées de sondages à grande échelle sur l'expérience des patients? Ou est-ce que vous les utilisez séparément ou parallèlement? Ça me rappelle une citation de Brené Brown qui disait, les histoires, ce sont des données avec une âme. Est-ce que vous avez des aperçus à ajouter au niveau de l'aspect qualitatif-quantitatif? Lisa Hawthorne-Thwaite, oui. Notre première diapositive évoquait cela. Notre comité de qualité de sécurité, le comité d'entreprise, lorsque nous faisons une mise à jour sur l'expérience des patients 2 fois par an, nous avons une rencontre intégralement consacrée au vécu des patients. Ces données avec les récits des patients sont sélectionnées, ainsi que notre groupe consultatif sur la mobilisation communautaire. Nous sélectionnons souvent des récits qui illustrent les leçons tirées des données. Notre foire de services infirmiers qui est organisée en ce moment, foire de perfectionnement, souligne la capacité de fournir un soutien affectif et de réduire l'anxiété parce que c'est un élément sur lequel nous obtenons un score assez bas dans notre évaluation NRCC. Donc, on met beaucoup l'accent sur l'empathie. Christine Maïka, ou plutôt Carol Fancon. Bon, si je peux intervenir, les organismes que j'ai consultés, c'est là où ils excellent, de pouvoir prendre des récits, et c'est une autre forme de données essentiellement, mais ils ont pu faire intégrer les récits dans leur structure de qualité, tout comme nous envisageons nos données sur l'expérience des patients ou des rapports d'incidents ou autre chose. Eux sont intégrés, plutôt ces récits sont intégrés comme une autre forme de données à prendre en compte. Et cela constitue une approche plus complète pour comprendre ce qui se produit, pour appréhender la situation. Et bien souvent, ces récits peuvent devenir des catalyseurs du changement parce que nous pouvons envisager les chiffres, mais lorsque nous entendons plutôt raconter une expérience réelle et son impact du point de vue des patients et de la famille, cela donne parfois, ça constitue parfois le tremplin vers l'action. Alors il s'agit de pouvoir combiner ces éléments. Ce n'était pas l'un ou l'autre. Les deux types de données étaient toujours présents. Christine Maïka. Bon, merci beaucoup pour ce point de vue. Je crois que c'est la façon dont nous allons pouvoir utiliser les données dans l'avenir. Alors, à ce stade, je vous inviterai, d'abord, je voudrais remercier nos conférenciers pour leur participation à ce webinaire. Et je vous signale que nous avons des webinaires à venir. Ils sont naturellement gratuits. Notre programme Force, programme Vedette, accepte des demandes le 15 novembre. Vous pouvez en entendre davantage sur la manière dont vous pouvez faire progresser votre projet d'amélioration de la qualité, le faire devenir d'un progrès secondaire un projet Vedette, avec un encadrement et un soutenu au plan du contient fourni par des personnels enseignants et des formateurs de la FCASS. Le 24 novembre, l'atelier Shifting Care from Hospital to Home, le passage des soins de l'hôpital au foyer, avec des soins repensés pour assurer que les patients vivant avec la MPOC ont accès aux bons soins au bon moment. Et enfin,
un résident sur 4 des foyers de soins de longue durée au Canada reçoit des antipsychotiques sans diagnostic de psychose. La FCISS a donc lancé une cybercollaboration et la première séance contient une étude de cas du Sienna Senior Living en Ontario qui portera sur les stratégies que votre organisme peut adapter et utiliser pour améliorer les soins des personnes âgées. Visitez notre site web pour toute la gamme des webinaires sur appel et pour vous inscrire. Encore une fois, je remercie nos conférencières pour leur participation à cette séance. Vous avez reçu leurs adresses courriel. Vous allez les recevoir également dans la documentation. Nous vous demandons de rester en ligne pendant quelques instants pour répondre à un sondage qui nous permet de nous améliorer. Votre rétroaction est extrêmement importante. Veuillez nous dire à quel point vous avez apprécié, dans quelle mesure vous avez apprécié ce webinaire. Donc, veuillez répondre aux questions suivantes. Ce webinaire a permis de mieux comprendre pourquoi on utilise les histoires des patients, qui les raconte, à quelle fin, dans l'intérêt de qui. J'en ai appris davantage sur l'utilisation des récits des patients afin d'appuyer les changements dans la pratique et les processus de soins. Dans l'ensemble, je suis satisfait de l'expérience que j'ai vécue dans le cadre de ce webinaire. Je pourrais mettre en application dans mon milieu de travail ce que j'ai appris à ce webinaire et communiquez-nous tous autres commentaires, toutes autres suggestions.